On n'est pas du tout un pays de sport. Enfin, il faut... Pourquoi vous dites ça? Vous dites souvent ça. Florent Manodou, nageur champion olympique aux 50 mètres nage libre à Londres en 2012, 3 fois vice-champion olympique à Rio et Tokyo, double médaillé de bronze à Paris, ne qualifie pas son pays comme une nation de sport. Cette déclaration a suscité de vives réactions, à la fois sur le plateau. Je suis pas d'accord. Moi non plus. Aujourd'hui, je crois que le plus grand footballeur du monde, c'est un Français. Le plus grand basketteur du monde, c'est un Français. On a des très bons talents. Sur les réseaux, T'inquiète, et tes prédictions vont se vérifier au JO 2024. Quand on voit tous les équipements sportifs disponibles sur l'ensemble du territoire, on se dit que ce sportif doit avoir des problèmes de vision. On était en finale de Coupe du Monde de foot, Benoît Saint-Denis a éclaté son rival au premier round, on a battu les All Blacks, on est très fort en judo, ça va, on n'est pas nul. cette affirmation a fait beaucoup de bruit car c'était 2 mois avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Post-jeu, le constat est plus que positif. Les supporters étaient au rendez-vous avec près de 60 millions de téléspectateurs sur France TV et les athlètes également puisque la France établit son 2e meilleur score de médailles depuis Paris 1900. Mais alors, est-ce qu'on peut qualifier la France comme un pays de sport ? Non, pour moi la France n'est pas un pays de sport. On n'a pas cette culture sportive comme certains pays anglo-saxons, comme certains pays latins l'ont. Je pense pas que ça soit un pays de sport. Après, je pense que les Français aiment le sport et aiment pratiquer. Oui, je pense qu'on commence vraiment à s'améliorer sur ça. On a un petit peu de retard comparé aux Américains, certes, mais on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Je dirais que la France ne met pas tout en œuvre pour que ça soit un pays de sport. Je pense que ça peut devenir un pays de sport, mais comparé aux États-Unis, on a du retard. Pour moi, la France a tendu cette année des Jeux vers un pays de sport, mais pour moi, elle ne l'est pas encore. Comment juger si on est une nation de sport ou non ? La société de conseil irlandaise World Sport Ranking a établi un classement. Il prend en compte les résultats dans 115 sports, se base sur les politiques et les stratégies de chaque pays et prend en compte l'influence géopolitique, le PIB et l'aptitude physique de la population. Pour 2024, la France est actuellement à la 4e place. Devant, on retrouve l'Italie 3e, le Canada 2e et les États-Unis 1er. Mais pour être un pays de sport, un point est important, les infrastructures. D'après le ministère des Sports, 330 962 infrastructures sportives parsèment le territoire. À titre de comparaison, le Canada compte 81 682 infrastructures à son dernier recensement en 2020. Pourtant, le pays d'Amérique du Nord nous devance au classement. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de faire la différence ? Eh bien, en France, on retrouve les CREPS, ou Centres de ressources d'expertise et de performance sportive. 17 en tout, 15 en métropole et 2 en outre-mer. Celui de Boulouris, tout proche de Fréjus, dans le sud de la France, forme au métier du sport, mais aide et accompagne aussi les sportifs. Et du coup, pour pouvoir rentrer dans le CREPS, comment ça se passe ? Quelles sont les qualités nécessaires ? Pas forcément les qualités, mais peut-être les résultats peut-être aussi nécessaires ? Alors pour rentrer au CREPS, c'est pas moi en tant que directeur de CREPS qui demande à des sportifs de venir. En fait, chaque fédération que je vous ai citée, le volley, le hand, le tir à l'arc, le triathlon, organise des sélections entre janvier et mai-juin de chaque année pour pouvoir faire rentrer des sportifs ici. Voilà. Et à partir de là, ils font une sélection sportive. Mais moi, je demande également la dimension scolaire, je demande des résultats scolaires, ainsi de suite. Et on établit à partir du mois d'avril, mai, voire juin, une commission de sélection que moi je valide. À Boulouris, près de 125 athlètes de plusieurs âges sont accueillis et peuvent profiter des installations présentes. Donc on a un terrain de softball, baseball. On a également 3 boucles de VTT, dont la boucle noire qu'on appelle cross-country olympique, qui est la réplique du parcours de Paris 2024. Et puis après, on a des installations sportives intérieures avec un gymnase de type sport collectif comme celui-là. On en a 2 sur le CREPS. Donc un estampillé plus hand et puis l'autre qui est plus estampillé volley. Mais pour autant, on a de la pratique polyvalente de sport co ici. On a également une salle de musculation de 400 mètres carrés qui est complétée par un espace de balnéothérapie avec bain froid, bain chaud et sauna. D'avoir une salle de tennis de table singulière, on la verra tout à l'heure, où en fait il n'y a pas de fenêtre pour éviter en fait que la lumière vienne gêner les joueurs pendant qu'ils jouent ou viennent se réverber sur les tables.
Financés par les régions, les CREPS visent à toujours être à la pointe de la technologie pour accueillir au mieux les sportifs et sportives. Force d'un établissement comme un CREPS, c'est l'unité de lieu où vous avez aussi bien la partie hébergement, la restauration à proximité, puis l'accès simplifié auprès des installations sportives. Donc on le voit bien au niveau des stages, hein, ça c'est une vraie force à ce niveau-là. Ici, le deuxième point très fort, je dirais, c'est le cadre. Vous êtes positionné à quelques encablures de la mer, juste derrière les stérelles, donc ça c'est une vraie plus-value, dans un environnement boisé avec ce parc de 83 hectares. Et puis après, le troisième vraie plus-value, c'est l'expertise des agents de l'établissement. On évoquait tout à l'heure le médecin, les préparateurs physiques, l'accompagnement de la scolarité, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et les fédérations ils sont très sensibles, c'est pour ça qu'elles viennent ici, pour chercher, outre le cadre, je dirais l'expertise de l'établissement. Alors les CREPS, ils sont quand même très importants parce que c'est un petit peu les seules entités où des jeunes peuvent aller s'entraîner de très bonne manière avec un staff et des infrastructures. Mais leur accès est parfois un peu compliqué. Il faut qu'il y ait un collège ou un lycée juste à côté qui ait la formation du jeune. Et pour les adultes, ça peut être aussi compliqué d'y accéder parce que c'est très réglementé comme accès. Si on n'est pas sur liste de haut niveau, c'est compliqué d'avoir une chambre aux CREPS et d'avoir accès aux infrastructures par exemple. Et voilà, après, en termes de budget, il y a certains CREPS qui sont mieux lotis que d'autres parce que c'est essentiellement du financement régional. Donc ça va dépendre un petit peu de la politique de la région. En plus des CREPS, la France possède l'INSEP. Ce centre est un laboratoire à champions. Tony Parker, Amélie Mauresmo ou encore Tony Yoka y ont été formés. L'INSEP, ça m'a apporté un confort de vie exceptionnel. J'avais absolument rien à me préoccuper. Je dormais, le ménage était fait dans ma chambre. Les soins étaient pris en charge, j'avais une petite blessure, dans la minute j'étais prise en charge, je voyais un médecin, un kiné, un ostéo, et ouais, de pouvoir s'entraîner sur place avec des infrastructures qui sont clairement de qualité, hein, avec des balnéothérapies pour la récupération. Je pense que c'est vraiment un centre qui est assez exceptionnel et que beaucoup de pays pour le coup nous envient. Et donc ouais, je pense que c'est une chance qu'on a nous en tant qu'athlètes de pouvoir profiter de ça. Seulement, à peine 800 sportifs et sportives de haut niveau s'y entraînent régulièrement, soit 5% des 16 000 athlètes de la liste ministérielle. Pour bénéficier de meilleures infrastructures, des jeunes, en particulier, n'hésitent pas à partir à l'étranger. Une destination est prisée, les États-Unis. Pour Pablo Brimeux, jeune footballeur de 21 ans, passé par le centre de formation du SC Bastia ou encore de la Real Sociedad, ces universités sont à la pointe de la technologie. Alors, je suis arrivé, moi, j'étais dans une petite univ à Gare-Nord-Web. Déjà, j'étais vraiment choqué des stades et tout. Et là, en changeant et surtout en allant jouer à l'extérieur, etc., ben, rien qu'en infrastructure, ben, en parlant par exemple du football américain, ben, ils ont des stades de 100 000 personnes. Je me suis dit, mais c'est quoi? Genre, nous, on voit ça qu'en Ligue des Champions et encore en Europe. Les univ ont tellement d'argent que c'est limite, les infrastructures sont mieux que dans des clubs pro, par exemple en France, quoi. Donc, les infrastructures sont folles. T'as tout ce qu'il faut et t'as tout ce qu'il y a dans un club pro. Et ouais, si je veux, par exemple, comparer avec Bastia, etc., oui, on a minimum ce qu'on avait à Bastia et même en plus. Ce n'est pas tout. Les universités mettent en place tout un personnel autour des étudiants athlètes. Tout est coordonné pour pouvoir faire ses études, mais surtout être performant dans le sport, c'est-à-dire tout ce qui est nutrition, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est kiné, médecin, tout est mis en œuvre en fait pour donner le meilleur de soi-même. Déjà, chacun a sa spécialité, c'est-à-dire qu'il y a une grande salle de sport, mais on a notre préparateur physique. Il y a une grande salle de kiné et on a des physios qui sont là pour nous, pour les massages, pour tout ce qui est bain froid et autres, pour bien récupérer les entraînements. Lors des entraînements, par rapport à ton poste, par exemple, moi je suis gardien de but, j'ai mon entraîneur de gardien qui est à ma disposition. Et par la suite, j'ai aussi mon coach principal qui a ses 2 coachs assistants. Donc en fait, tout est supplé, tout est managé à la perfection pour que chacun soit performant dans son domaine et qu'on puisse répondre à leurs attentes. Pour comprendre pourquoi les USA sont attrayants, il faut se pencher sur le système universitaire sportif américain, le NCAA. Le National Collegiate Athletic Association est classé en plusieurs divisions. Les facultés de division 1 offrent des bourses complètes pour les étudiants sportifs réussissant à intégrer l'établissement. Celles de division 2 donnent une couverture partielle des frais. Et les universités de 3e division permettent aux étudiants de pratiquer leur sport tous les jours de la semaine en loisirs. Alors, est-ce que tout cela fonctionne ? Simple exemple.
Léon Marchand a quitté les Dauphins du TOEIC de Toulouse pour partir s'entraîner aux USA en université. Résultat, 4 médailles d'or et 1 en bronze en une Olympiade. Pour être un pays de sport, il n'y a pas que les infrastructures qui sont importantes. La mentalité, l'éducation et la formation doivent également permettre à tous de faire du sport et de performer. Aux États-Unis, ouais, c'est beaucoup sur, on va dire, chaque duel, on va dire, est une bataille à chaque fois, en fait. Tu peux y laisser ton corps, peu importe si tu viens à te blesser. Le but, c'est d'avoir cette fierté d'avoir gagné ce duel, en fait. La mentalité, c'est surtout, oui, la mentalité du gagnant. Ils aiment pas du tout perdre ici. C'est vraiment la chose à éviter ici, c'est de perdre. Et c'est pour ça qu'ils mettent vraiment tout en œuvre. Ils se disent qu'en mettant tout ça en œuvre, le budget et autres, tu dois répondre par des bonnes performances. Là où aux États-Unis il faut gagner, en France, pour citer Pierre de Coubertin, le plus important, c'est de participer. La France, pays de losers, quoi, les magnifiques seconds, etc. Raymond Poulidor ou certains qui gagnent qu'un Grand Prix, aucune course, mais qui ne sont jamais réguliers. Oui, il y a cette image qui est attachée à la France. Elle est en partie vraie, en partie fausse. Il y a des échecs qui sont dus en partie à la structure du sport français, qui est un sport finalement qui est basé plus sur la réflexion du sport pour tous. Le sport de haute performance, le sport d'élite, codifié et économisé aux États-Unis, n'est pas présent en France. En France, on est vraiment sur une forme qui est très particulière, qui est très européenne, qui est fait que le sport est une carte de la politique publique. Et la politique publique, elle s'adresse à des électeurs sur un territoire donné, et donc elle doit rassembler finalement le plus grand monde. Et effectivement, on va donner à des clubs professionnels, mais pas jusqu'au point de le développer comme le club qui va représenter l'élite au niveau mondial ou au niveau européen. Donc effectivement, il y a un décalage entre la performance, le pays des winners pour les Américains, le pays de la performance pure, et le système français qui est plus réparti sur le sport pour tous, la compétition accessible au plus grand nombre. La vision du sport pourrait changer avec le temps, et pour cela, il faut commencer dès le plus jeune âge, à l'école. L'Hexagone fait partie des meilleurs élèves européens en termes d'heures de sport dispensées. Le gouvernement Macron a généralisé les 30 minutes de sport quotidiennes à la rentrée 2022. À l'école élémentaire, 3 heures par semaine sont consacrées aux activités physiques. En réalité, c'est 1h50 qui est réellement dédiée si on enlève le temps de transport ou d'installation. Par la suite, les heures de PS passent de 3 heures au collège à 2 au lycée. Aux États-Unis, c'est minimum 4h30 par semaine de l'elementary school à l'high school. Le sport passe donc au second plan derrière le français ou les mathématiques alors qu'il est important au développement d'un enfant. Est-ce que le PS est un parent pauvre? Je vous dirais oui. Oui, elle nécessite notamment une meilleure compréhension de ce que le PS peut apporter aux jeunes gens dans l'apprentissage des pratiques, dans l'apprentissage de son corps. Parce que le PS, c'est pas seulement le sport, c'est aussi son corps. C'est son corps dans l'espace, c'est son corps avec autrui. C'est le corps d'autrui face à la pratique sportive, face à l'effort. Respecter la pratique, de savoir comprendre ce que le corps de l'autre est. Quelqu'un qui fait 1m90 n'aura pas les mêmes performances au basketball que quelqu'un qui fait 1m50. Mais peut-être l'inverse sera vrai en gymnastique. Et donc c'est comprendre que les corps sont différents. Que vos corps, dans l'espace, ils produisent des choses différentes. Et que ça, c'est la nécessité de respecter ça. Respecter son corps, le développer, le comprendre et respecter le corps d'autrui. Le PS est aussi ça. C'est pas seulement une question de sport, c'est une question du corporel, de la vision de soi-même. Et je pense que le PS, aujourd'hui, est une des matières qui permet le plus aux enfants de développer leur propre image de leur corps. Parfois en négative, parce que c'est l'adolescence, la comparaison des corps, le corps qui s'éveille, etc. Mais parfois en positif. Le fait que, tiens, tel corps arrive à faire ça parce qu'il a telle capacité. Et moi, peut-être j'ai d'autres capacités. C'est aussi ça l'intéressant, valoriser ce que chacun est capable de faire. La valorisation d'autrui est toujours possible en EPS. Alors qu'en maths, si vous êtes nul en maths, vous êtes nul en maths. Alors qu'en EPS, on peut toujours trouver une activité corporelle, une activité physique, une activité sportive qui va permettre de valoriser un corps. Et ça, c'est important pour moi. Après le lycée, très peu d'étudiants partent en STAPS, seulement 59 400 personnes lors de la rentrée 2023-2024, contre 218 000 en droit, 485 000 en arts, lettres et langues, ou encore 307 000 en sciences. Si on compare avec les États-Unis, il y a 460 000 sportifs étudiants. Rien que dans l'université du Texas, on en décompte 50 000, soit presque l'équivalent de la France. Allier études et sport n'est pas toujours facile.
Ça dépend quelles études. Moi, je sais que j'ai eu la chance de faire avec le rugby mon alternance, donc forcément j'étais aménagée, mais il y a des études que non. Après STAPS, je sais qu'au niveau des sportifs de haut niveau, c'est très très bien aménagé, mais ça dépend encore une fois les études qu'on fait. Je pense qu'on peut s'arranger, mais pas tout le temps. Je pense qu'on n'est pas mauvais dans le développement. Donc, entendons par là mineurs, structure club, donc accompagnement des jeunes pour pour avoir en tout cas des bons jeunes. Après, là pour Paris 24, on l'a montré qu'une fois qu'on est au niveau, identifié sportif au niveau, on est listé, ben voilà, on arrive à mettre les moyens. Je pense que l'entre-deux, c'est là où on a beaucoup de travail à faire. L'entre-deux, pour l'instant, c'est encore à peaufiner. Je pense qu'on n'est pas encore très bon. Il y a beaucoup de sportifs où c'est un peu débrouillez-vous, quoi. Vous êtes un peu livré à vous-même et à vous de vous construire, en tout cas pour une grande masse, hein, pas pour forcément l'élite, hein, mais pour une grande masse, de vous construire. Et si jamais vous arrivez à être bon, bah, tant mieux, puis on vous récupérera. Et sinon, bah, tant pis, on vous laisse au bord de la route, quoi. Si la période des études est difficile, la France brille particulièrement dans le secteur de la formation. L'Hexagone possède 160 000 associations sportives, c'est 50 000 de plus que nos voisins allemands, et cela représente 22% des associations de sport européennes. Grâce à ces clubs, la formation française a vu naître de très grands sportifs. Antoine Dupont, Kylian Mbappé, Victor Wembanyama, Pauline Ferrand-Prévot, la France s'est formée. Le constat le plus frappant se traduit grâce au rugby avec l'installation des GIF ou les jeunes issus de la formation française. L'apport des GIF en France, en fait, c'est tout simple. Ça permet déjà d'avoir des centres de formation extrêmement plus performants pour former, mais aussi pour détecter les talents, que ce soit à droite, à gauche, qu'il soit dans ton club depuis qu'il a 5 ans ou qu'il en ait 15. Et ça permet aussi aux 15 de France d'avoir une ressource de joueurs infiniment plus grande que ce qu'on avait il y a 10 ans. Alors, certes, tu obliges les clubs de top 14 à avoir 17 joueurs français sur ta feuille de match, mais c'est à la fois le mieux pour le 15 de France et, sur certains exemples qu'on voit, c'est beaucoup mieux pour les clubs d'avoir plus de Français. Depuis l'instauration des GIF, l'équipe de France U20 de rugby a remporté ses 3 premiers titres de champion du monde. Dès le plus jeune âge, des clubs repèrent donc des futurs grands. À Toulon, c'est le cas avec le projet RCT Passion. Le but est d'aider les entraîneurs de ces clubs à encadrer et faire grandir les jeunes joueurs. Je pense que très peu de joueurs qui sont pros à Toulon sont issus de l'école de rugby du RCT. Ils ont commencé forcément le rugby dans une école de rugby de la région. Donc c'est important parce que c'est ces clubs-là qui donnent l'amour de notre sport, qui donnent les premiers gestes techniques, les premières valeurs d'hommes des futurs rugbyman de demain. Donc c'est même pas qu'ils sont importants ces clubs-là, c'est que ce sont les clubs de base. Il faut s'appuyer sur ces clubs-là. Presque, je dirais que le rugby club toulonnais ne devrait pas avoir d'école de rugby. Et l'école de rugby du rugby club toulonnais, ça devrait être les écoles de rugby du département. C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que tous ces clubs-là seraient récompensés après en amenant dans les catégories élites leurs meilleurs joueurs et évoluer peut-être après en pro ici. En France, on décompte près de 16 000 athlètes professionnels, ce qui nous classe parmi les meilleurs d'Europe, aux côtés des 17 500 de la Grande-Bretagne et des 15 000 Allemands. Pour être inscrit sur les listes sportives de haut niveau, plusieurs critères entrent en jeu. L'âge réparti dans certaines catégories, relève pour les plus jeunes, reconversion, senior et élite. Pour ces 2 dernières catégories, c'est le ratio performance-médaillabilité qui classe les sportifs. Si un athlète finit dans un top 8 d'un championnat d'Europe ou du monde, il sera élite. Si c'est entre le top 9 et 16, ce sera senior. Ce statut amène des avantages comme l'accès au CREPS, l'INSEP, mais aussi à des financements. On a notamment un dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc ça permet aux sportifs, pendant leur activité sportive, de pouvoir s'insérer professionnellement pour pouvoir commencer à préparer l'après. On a aussi un dispositif qui s'appelle les emplois SHL. Donc, ça permet aux sportifs d'être salariés de son club. Et nous, on verse une aide au club pour aider au paiement du salaire du sportif. Donc, c'est une aide qui est en moyenne de 15 000 € par an par athlète. Et enfin, on a un dernier dispositif majeur qu'on déploie. Ce sont les aides personnalisées. Quand on identifie des sportifs qui sont dans des situations sociales difficiles, qui n'arrivent pas à avoir une stabilité financière, on peut leur apporter une aide financière directe. Et ça représente un peu plus de 2000 sportifs par an à qui on fait un versement direct sur leur compte en banque.
Si certains ne bénéficient pas des aides de l'État, ils doivent chercher un travail à côté ou trouver des sponsors. C'est pas évident de trouver des sponsors qui, à part les, on va dire les marques les sponsors d'habits, de vêtements, de raquettes, et encore, quand on a un certain classement, on gagne de l'argent. Quand on est aujourd'hui à la 150e ou 100e place mondiale, c'est très rare d'être rémunéré pour jouer avec une raquette ou porter des vêtements. Et de trouver des sponsors, c'est pas évident. Être sportif professionnel est un statut spécial aux yeux de la justice. Depuis quelques années, la loi numéro 2015-1541 protège et cadre les athlètes. Cette loi, elle est assez vaste en réalité et prévoit différentes strates de protection au bénéfice des sportifs. La première, ça va être peut-être la difficulté qu'il y avait avec le contrat de travail d'un athlète de haut niveau. On a créé le CDD spécifique, applicable à tous les sportifs, indépendamment de la discipline, pour justement aider, en tout cas, à éviter toutes les décisions de justice qu'on a vu passer sur la requalification du CDD, donc contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée. Ensuite, on a une autre protection qui a été offerte qui est importante, c'est celle de la protection notamment en cas d'accident et de maladie dite professionnelle. Si jamais il se blesse dans sa pratique sportive, il n'y avait aucune protection qui était offerte à cet individu. Donc là, on a vraiment créé un schéma particulier avec des aides spécifiques pour le sportif de haut niveau. Donc ça, c'est les deux grandes avancées, on va dire, au niveau de cette réforme. Sortons du cadre des sportifs professionnels et regardons plus globalement. Que représente le sport en France en termes économiques ? En 2024, le projet de loi de finances prévoit une enveloppe de 888,9 millions d'euros, une hausse de 7,3% par rapport à 2023. Dans ce budget, on retrouve 85 millions pour le passeport ou encore 100 millions du plan 5000 terrains. L'industrie du sport en France représente 2,6% du PIB, soit 72 milliards de dollars. Si on compare aux trois pays devant nous au classement, le Canada c'est seulement 4 milliards de dollars, l'Italie 43 milliards et les États-Unis sont loin devant avec 938 milliards de dollars. Un chiffre qui s'explique grâce aux grandes ligues à portée internationale présentes comme la NBA ou la NFL, mais aussi avec les matchs universitaires. Déjà aux États-Unis, globalement, les ligues, c'est des franchises, donc c'est comme des marques. Quand on prend l'exemple de la NBA, la MLS, la NFL, etc., c'est des marques, c'est des réelles marques. La NCAA, c'est la même chose, c'est une marque. Donc la NCAA, c'est on va dire, entre guillemets, la meilleure franchise, la plus connue dans le monde. Donc, faut savoir que c'est qu'un match NCAA au football américain, c'est 90 000 spectateurs à chaque fois, des millions de personnes qui regardent à la télé, c'est plus suivi que la NFL. Si les États-Unis investissent autant dans le sport, c'est afin d'étendre leur influence, ce qu'on appelle le soft power, une méthode utilisée notamment lors de la guerre froide. En 1980, la team USA l'emporte face aux Soviétiques en finale de hockey sur glace des Jeux Olympiques d'hiver, et le coach américain déclare par la suite que le mode de vie américain est le bon. De nos jours, cette instrumentalisation du sport est toujours présente avec le titre de champion du monde pour le vainqueur de la NBA, un titre vivement critiqué par Noah Lyles, un sprinter américain champion olympique. And they have world champion on their head. World champion of what? Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont été un véritable succès. 12,1 millions de billets ont été vendus, terrassant les chiffres de 2012 et 2016. 60 millions de téléspectateurs en cumulé ont regardé les Jeux sur France TV. C'était 50 millions pour Tokyo, 40 pour Rio et 34 pour Londres. Si on compare avec les Britanniques, lors des JO de 2012, la BBC a enregistré près de 51,9 millions de téléspectateurs. Ces jeux ont provoqué un véritable engouement populaire, mais alors qu'est-ce qui va rester de ces JO ? Pour cela, Emmanuel Macron a annoncé vouloir effectuer une fête du sport le 14 septembre. À plus petite échelle, les régions, départements et les municipalités mettent déjà en place des projets pour perpétuer cet héritage olympique. Moi, je reste intimement convaincu que si on veut faire vivre un héritage, il faut commencer à l'animer avant que les Jeux s'arrêtent, si on parle des Jeux de Paris. Donc on a installé des terrains en accès libre sur des nouvelles disciplines, un peu en amont des Jeux, même bien en amont des Jeux. Alors on a eu le nez creux puisque c'est le 3-3, on a particulièrement scoré. On a ouvert une section avec un club local de cécifoot. On a été champion. Ça veut dire aussi penser un peu en transversalité, c'est-à-dire quand on fait un parc, là on est en train de refaire le parc des Lys qui va faire plusieurs hectares, se dire tiens là il faut qu'on ait non pas les parcours santé un peu
à l'ancienne qui marchent un petit peu moins bien, mais des parcours santé modernisés, avec des appareils de workout, avec des zones où on se retrouve. Ça veut dire penser transversal dans les écoles, mettre du design actif pour que les minots demain, ils pensent à bouger autrement, qu'ils inventent leur jeu à partir de lignes ou de couleurs qui seront dessinées. C'est ça l'héritage, c'est commencer avant et se dire voilà, on va commencer à aller vers des nouvelles pratiques parce que c'est comme ça, parce que ces pratiques séduisent. La France est un pays de sport, mais elle a encore des lacunes sur l'accompagnement des sportifs, même si des mesures sont mises en place et des lois encadrent les athlètes, mais tout n'est pas négatif. Le sport se développe à l'école, les mentalités évoluent, les Français ne souhaitent pas que participer, mais gagner. Avec ces JO, les fédérations voient leur nombre de licenciés exploser, plus 20% en tennis de table, 32% en triathlon ou 25% en escrime. Pour continuer de grandir, le pays peut s'appuyer sur ses points forts comme la formation et les infrastructures. Pour la suite, il ne faut pas s'attendre à des résultats du jour au lendemain, mais plutôt le début d'une longue aventure où il y aura de grandes victoires, mais aussi de lourdes défaites. Mais c'est de ces dernières que la France deviendra totalement un pays de sport.